Merci et bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. Quel que soit le type de cancer, le diagnostic précoce permet de sauver des vies. Mais hélas, de nombreux cancers sont découverts à des stades tardifs, avec parfois de graves conséquences. Quels sont donc les signes d'alerte qui doivent nous amener à faire un dépistage pour certainement diagnostiquer un éventuel cancer? Nous en parlons avec professeur Atebi Jean-Jacques Yao, pédiatre oncologue à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Stache. Merci et bienvenue. Merci. Alors, vous êtes également avec nous sur ce plateau pour témoigner, monsieur Alain Yapo. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Stache. Alors, vous êtes le président fondateur de l'ONG Aline. Oui, justement. Alors, Aline, c'est le nom de votre sœur que porte l'ONG. Oui, c'est toute une histoire. Oui, c'est toute une histoire. Et bon, c'est vraiment... C'est ma petite sœur, voilà, qui est décédée du cancer. Donc, c'est les étapes que j'ai vécues qui m'ont permis, puisque je me posais des questions, et ce sont ces étapes-là qui m'ont permis de mettre en place cette ONG pour aider les familles, pour aider les malades, mais particulièrement chez les enfants. D'accord. Elle avait quel âge, votre soeur? Bon, elle était quand même en licence à l'INSAC, hein. Donc on peut imaginer quand même son âge. Voilà. Mais pourquoi les enfants? Parce que pour moi, elle n'avait pas d'enfant. N'ayant pas d'enfant, ce qui a pu détruire ma soeur ne doit pas détruire des enfants. Parce que si elle avait eu un enfant, peut-être qu'on serait en train de penser ou bien parler de cet enfant-là. Donc pour moi, ce sont ces enfants. Et il faut aller vers la prise en charge de ces enfants-là. Mais et puis, il faut dire aussi que au cours du parcours du traitement, on avait vu une fillette quand même qui avait le cancer. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais tiens, est-ce que les enfants avaient le cancer? Parce que moi aussi, j'ignorais que les enfants pouvaient avoir le cancer. Voilà. D'accord. Alors, comment faites le diagnostic du cancer chez votre soeur? Oh, ça s'est fait de façon tardive. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, en son temps, j'étais enseignant à Oumé et elle se plaignait de douleur. Donc, quand elle est arrivée là-bas, on a fait une prise en charge sans savoir que c'était le cancer. Donc, après, ça allait. Et c'est plus tard, peut-être 12 ans ou 14 ans après, qu'on a constaté qu'elle était déjà chose. Mais c'était trop tard, elle était déjà métastasée. Wow. Voilà, elle était déjà métastasée, il fallait dériver les selles parce que tout a commencé à se compliquer. C'est pour ça que j'ai dit que ce sont des questions que je me suis posées qui sont aujourd'hui les objectifs de l'ONG Aline. D'accord. Voilà, faire de la sensibilisation pour permettre aux gens de savoir que cette maladie d'abord elle existe et quels sont les signes qui nous aident à savoir que c'est le cancer. Et parce que l'Africain en tant que tel ne connaît pas le cancer. Justement, cela nous a interpellés aussi avec l'histoire de votre sœur. Et nous nous sommes dit qu'il fallait donc sensibiliser l'opinion sur ces signes d'alerte. Merci encore, on reviendra à vous tout à l'heure. Alors, est-ce que tous les cancers, professeur, ont des signes d'alerte? Bien, donc, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez d'aborder cette question sur le diagnostic précoce en fait, des cancers, et surtout des cancers pédiatriques, parce que, comme l'a si bien présenté notre ami président de l'ONG Aline, l'une des grosses interrogations ou l'une des inconnues, hein, c'est surtout le fait qu'on a du mal à comprendre ou à croire parfois que quand on parle de cancer, c'est-à-dire une pathologie qui est grave, potentiellement mortelle, une pathologie de la cellule qui est chronique, et qui est normalement un processus qu'on observe chez un sujet vieillissant, puisse également concerner l'enfant. Donc ça part un peu de là. C'est d'abord de savoir que le cancer concerne également l'enfant et que celui de l'enfant reste un peu différent de celui de l'adulte. Donc c'est un peu deux mondes différents. Quelle est la différence qu'on peut faire? Voilà. Donc l'une des différences, c'est que quand on parle de cancer pédiatrique ou les cancers pédiatriques, en fait, on parle des cancers parce qu'il y a plusieurs cancers chez l'enfant. Et ces cancers-là, dans leur présentation ou dans leur mode d'expression, n'ont pas un signe spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un signe qui est particulier au cancer. Donc, tout signe habituel qu'on rencontre chez un enfant peut
finalement aboutir au diagnostic d'un cancer. Donc il y a ça qui est une particularité. Et l'autre particularité, c'est que les facteurs dits favorisant le cancer, donc ce qui peut entraîner la survenue d'un cancer, à la différence de l'adulte où certains facteurs sont bien connus, c'est-à-dire qu'on ne sera pas surpris de voir un sujet qui a fumé de la cigarette pendant de nombreuses années, au bout de quelques années, disons au bout d'une dizaine d'années, finir par développer un cancer des poumons. D'accord. C'est pas surprenant. Par contre, chez l'enfant, ces facteurs ne sont pas très bien connus. Ils sont mal connus. Il y a une faible part de génétique, peut-être 10 à 20%. D'hérédité, hein? Voilà, l'hérédité. Des parents voilà, à l'enfant, oui. Voilà, donc, parce que bon, l'hérédité, il faut l'avoir dans un aspect, c'est-à-dire que le parent qui a le cancer ne va pas le transmettre directement à sa descendance. Mais il peut transmettre ses gènes défectueux à sa descendance. Et comme les gènes sont défectueux, c'est un terrain propice ou favorable au développement du cancer. Donc l'enfant peut développer un cancer parce qu'il a des gènes qui sont défectueux. D'où l'aspect génétique. C'est un peu l'aspect génétique dont nous étions en train de parler. Et à côté de cet aspect génétique, il y a peut-être dans 20% des cas, on retrouve des facteurs qui sont liés à l'environnement, donc au mode de vie, l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer. Donc, c'est tous ces éléments qui font un peu la particularité du cancer chez l'enfant. D'accord. Allez, donc, on ne peut pas, ça dit, un enfant qui pleure un peu trop. Rien ne dit que l'enfant peut peut-être avoir mal et on peut suspecter un cancer, non? Non, c'est-à-dire que ce qu'on dit souvent quand on communique avec les familles, c'est que lorsque un enfant va présenter un signe, ça peut être un signe qui est habituel, donc une fièvre, l'enfant qui ne se sent pas bien de façon vague, qui peut avoir des vomissements, il peut faire une diarrhée, ou parfois mieux, on voit quelque chose qui pousse, c'est-à-dire qu'il y a une boule, une formation qui est en train de se mettre en place, quelque chose qu'on arrive à voir, qu'on arrive à palper. Lorsqu'on voit que ces signes-là, qui sont apparus, évoluent depuis quelques jours, en général depuis au moins 2 semaines, malgré les traitements appropriés qui sont donnés, lorsque ces signes continuent d'évoluer à leur compte, il faut donc le considérer comme un signe d'alerte et faire la démarche d'aller approfondir pour qu'on puisse mieux identifier la situation. Donc, c'est un peu cette communication qu'on fait aux familles, c'est-à-dire que lorsque vous allez voir un enfant qui est malade et on n'arrive pas à déterminer la maladie. Donc, il peut faire de la fièvre, il peut avoir quelque chose qui pousse, soit c'est visible, soit c'est interne, mais ça évolue pratiquement depuis 1-2 semaines. Malgré les soins qui sont faits, le mal continue d'avancer, d'évoluer. Il faut donc vraiment le considérer comme un signe d'alerte et aller consulter pour qu'on puisse mieux identifier le processus qui se passe derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, on a un plateau technique suffisamment, je ne sais pas, outillé pour faire des examens approfondis, pour déjà déceler quelque chose, disons un cancer à un stade embryonnaire? Oui. Alors ici, en Côte d'Ivoire, on a effectivement on a un plateau technique aujourd'hui avec la mise en place dans les structures publiques comme dans les structures privées. On a un plateau technique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire l'essentiel des explorations, que ce soit l'imagerie médicale. Donc aujourd'hui, on a les scanners, les IRM, c'est assez courant. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus difficile, c'était réservé un peu à une élite. Aujourd'hui, c'est plus accessible. On a aussi tout ce qui est examen biologique avec des marqueurs tumoraux qui permettent parfois de détecter des petites tumeurs ou des choses à un stade encore précoce. Mais peut-être que pour bien faire passer le message, puisque nous sommes ici un peu dans la sensibilisation, peut-être qu'il est important qu'on présente un peu les cancers les plus fréquents avec les signes à partir desquels on peut les reconnaître également. En ce moment, je pense que ça pourra vraiment être fixé par la population, de sorte que, en faisant allusion donc à ces signes, lorsqu'ils vont les observer, ils peuvent établir le lien et faire la démarche qu'il faut pour que le diagnostic soit fait.
D'accord, donc on vous écoute. Quels sont, si on les prend cancer par cancer? Voilà. Alors, donc, lorsque on les prend cancer par cancer, il faut comprendre que ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire, le cancer qui est le plus fréquent chez l'enfant ivoirien, c'est un lymphome. Donc, le lymphome de Burkitt. En fait, le lymphome de Burkitt, il représente à lui seul pratiquement 40% des cancers de l'enfant. Donc, peut-être qu'il faudra des images pour illustrer un peu ce qu'on dit, mais on peut les traduire en des termes simples. En général, le type même de l'enfant atteint de lymphome de Burkitt, c'est très souvent un enfant d'âge scolaire, c'est-à-dire un enfant qui a autour de 7 ans, donc qui a l'âge d'aller au CP1, CP2, donc c'est l'âge où il commence à aller à l'école. Et vous allez voir que c'est souvent aussi l'âge où ils vont perdre leurs premières dents. Donc, ce qu'on appelle les dents, les incisives centrales, latérales. Et souvent, les premiers signes qu'on observe se manifestent très souvent comme un banal mal de dents. Donc, il y a l'enfant qui peut avoir une douleur dentaire. On peut avoir la joue qui va enfler. Lorsque cette joue va enfler, on peut même penser que c'est un abcès, comme on le voit souvent, un abcès dentaire. Mais si, comme on l'a dit, au bout d'une semaine, plus d'une dizaine de jours, les choses n'évoluent pas bien malgré les soins qui sont apportés, il faut penser à la possibilité d'un lymphome ici, de Burkitt. Donc, devant une joue qui enfle comme ça, qui continue d'enfler, qui fait mal, il faut penser à la possibilité d'un lymphome de Burkitt. La deuxième localisation qu'on retrouve fréquemment, c'est souvent au niveau du ventre. On a l'habitude de voir des enfants qui ont un ventre ballonné. Alors, on dit que l'enfant est ballonné, il est ballonné, parfois on lui fait un traitement pour les vers. Et parfois, quand les mamans font attention, lorsqu'elles nettoient l'enfant, bien qu'elles le lavent, elles vont percevoir une boule dans le ventre. Ça peut être au niveau du foie, ça peut être la rate, peu importe, mais on sent une boule qui continue de grossir, qui fait mal parfois. Et l'enfant qui voit son état, on voit l'enfant vraiment perdre du poids, perdre de l'appétit. Donc ça, c'est des symptômes, des signes qui déjà peuvent faire évoquer un lymphome, surtout quand il continue de s'aggraver malgré les soins qui sont apportés. Donc ça, c'est pour le lymphome de Burkitt. Qui, comme vous l'avez dit, Voilà. qui est le cancer le plus Qui est vraiment fréquent. le plus fréquent. D'accord. Alors, assez rapidement, on pourra donner un peu le panorama sans rentrer dans beaucoup de détails. D'accord. Pour dire que aujourd'hui, quand on fait nos statistiques, on est en présence d'au moins 5 cancers chez l'enfant. Ces 5 cancers de l'enfant représentent pratiquement 80% des cancers qu'on rencontre chez l'enfant. Parce que chez l'enfant, il y a beaucoup de cancers qui existent. Mais il y en a 5 qui, à eux seuls, font l'essentiel des cancers qu'on va rencontrer. J'ai cité le lymphome de Burkitt, qui est donc le tout premier cancer ici. En deuxième position, on retrouve ce qu'on appelle le cancer de l'œil chez l'enfant. Alors, le cancer de l'œil chez l'enfant, encore appelé rétinoblastome, apparaît souvent ici chez de très jeunes enfants. C'est des nouveau-nés pratiquement. Donc, c'est en période où l'enfant est tout petit, c'est un tout petit bébé. Il n'a pas encore 1 mois. Et parfois, vous allez voir, les mamans vont vous dire, souvent même c'est les frères et sœurs de l'enfant qui le disent, parce qu'on a eu un cas comme ça, où la maman nous disait que voici, lorsque les frères et sœurs regardaient l'enfant, surtout quand il fait un peu noir, ils remarquaient que l'enfant avait un œil qui brille comme un chat. Vous voyez? Donc, ils ont attiré l'attention de la maman, mais elle n'a pas fait attention. Jusqu'à ce que finalement, l'œil commence à pousser. Alors, souvent, ces signes-là sont des signes d'alerte. C'est-à-dire que voir l'œil de l'enfant qui brille comme un œil de chat, on peut l'interpréter dans notre contexte ici, on dira que c'est un sorcier et tout ça, mais ça, c'est un signe d'alerte qui va renvoyer vers une tumeur de l'œil qui est en train de se mettre en place. Et qui va se muer en cancer. Qui va muer en cancer. Dans des étapes, dans certaines situations, vous avez souvent vu des enfants, mais même des adultes qui ont parfois le noir de l'œil, donc qui apparaît blanc. Parfois, on pense à la cataracte. Voilà. Mais chez l'enfant, lorsqu'on voit ça, ça peut être une malformation, mais ça peut être aussi un cancer de l'œil qui a commencé comme ça. Et ça, c'est vraiment les signes d'alerte. Quand c'est comme ça, il faut aller très vite voir le spécialiste. Voir le spécialiste, l'ophtalmo. Et comme ça, le diagnostic est fait. Parce qu'à une certaine étape, lorsqu'on voit l'œil qui sort carrément de l'orbite, ce stade-là est déjà tardif.
non seulement l'œil est perdu, mais l'enfant aussi va perdre la vie, en quelque sorte. Donc là, on a le troisième... Et là, le troisième, en fait, disons, la troisième tumeur ou le troisième cancer, c'est ce qu'on appelle le cancer du rein. Le cancer du rein chez l'enfant, là également, c'est des jeunes enfants, c'est des nourrissons. C'est des enfants qui ont autour de 2 ans, 3 ans. Et souvent, les mamans, lorsqu'elles lavent l'enfant, elles voient apparaître, quand elles touchent l'enfant, elles voient que sur un côté, que ce soit le côté gauche ou le côté droit du ventre, on sent une boule. On sent une boule qu'on touche, mais l'enfant, il va bien. Il n'a pas de problème, il n'a pas mal, il ne pleure pas, il n'est pas gêné du tout. Mais on sent cette boule-là. Quand on sent quelque chose comme ça, il ne faut pas traîner à la maison. Il faut vite venir à l'hôpital pour qu'une consultation soit entreprise, surtout quand c'est des jeunes enfants comme ça. Et ça, on découvre comme ça des cancers du rein chez l'enfant. Chez l'enfant. Chez l'enfant. Vous voyez, donc ces 3 tumeurs-là sont déjà, vous voyez, on a parlé de lymphome de Burkitt, du rétinoblastome pour l'œil. L'œil, c'est assez visible. Pour le rein également. Il y a les autres cancers, par exemple, quand on parle du cas de la leucémie. La leucémie, tout le monde entend parler. Leucémie aiguë. La leucémie, c'est un cancer de sang. Mais ce cancer de sang, en général, quels sont les signes? Vous allez voir que les signes qu'on va rencontrer dans le cadre d'un cancer de sang, comme la leucémie, sont des signes qu'on voit pratiquement dans les paludismes de l'enfant. C'est quoi? C'est l'enfant qui fait de la fièvre. C'est une fièvre qui se prolonge, mais vous allez remarquer que c'est une fièvre qui n'est pas maîtrisée par les traitements de paludisme. C'est une fièvre qui n'est pas maîtrisée par les antibiotiques. Cette fièvre-là persiste. L'enfant est anémié, il est pâle, et parfois il saigne. Souvent, c'est le saignement qui alerte. Et en ce moment, quand l'enfant va saigner soit du nez, soit de la bouche, ou soit c'est dans les urines ou dans les selles, en ce moment, les parents paniquent, ils viennent à l'hôpital. Et bien, vous voyez que ce n'est pas spécifique. Un enfant qui fait de la fièvre, qui est anémié, c'est assez banal comme signe parce que, bon, on le voit dans beaucoup d'infections comme le paludisme. Tout à fait, oui. Mais c'est quand on a traité le paludisme, on a traité la fièvre typhoïde, on a traité des infections, on n'a pas réussi à maîtriser la situation, ça évolue depuis un certain temps, il faut penser à une hypothèse ici d'une leucémie, donc un cancer du sang. Et c'est en ce moment que... Et là, les signes d'alerte sont déjà lancés. Wow, d'accord. C'est assez inquiétant. Alors, monsieur Alain Yapo, est-ce que vous y travaillez? Parce que là, je me rends compte que la tâche qui vous revient est assez grande, assez noble, puisqu'il faut sensibiliser les parents sur ces différents signes d'alerte que le professeur vient de décrire. Oui, il faut le faire. Quand on attend le professeur parler, on peut l'écouter des heures et des heures, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mais il faut dire que l'ONG a mis quand même une plateforme, peut-être une plateforme en place. Et cette plateforme-là répond à des piliers qui sont un peu les objectifs de l'ONG, dont la sensibilisation. Pour nous, le pilier le plus important, c'est la sensibilisation. Il faut aller au contact de la population. Vous allez au contact de la population? Oui, il faut aller au contact de la population. En quoi faisant? C'est des campagnes de sensibilisation. On était à Kosouin, nous allons dans les écoles, Vitré 1 et 2. Il faut aller au contact de la population. Raison pour laquelle nous interpellons un peu les élus qui nous aident à sensibiliser la population. Parce que le cancer de l'enfant n'est vraiment pas connu. Parce que ce qu'on oublie de dire, dans notre ethnie, le mot cancer, il n'existe vraiment pas. Donc ça veut dire quoi? Quand tu ne connais pas une maladie, tu la traites comment? Et généralement, un enfant qui est ballonné, on se dit qu'il a avalé une viande et on pense qu'il est sorcier. Oui, il est malnutri. Oui, il est malnutri. Oui. Et autres. Donc on pense que... Mais combien d'enfants qui ferment les yeux sans avoir vu un médecin? Combien d'enfants qui sont accusés de sorciers, qui sont marginalisés, qui sont mis à part parce qu'on ne sait même pas de quoi ils souffrent et on est obligé de dire que c'est des pratiques occultes. Mais ça pourrait être le cancer. Combien d'enfants qui ont perdu l'œil? Nous sommes allés à une sensibilisation et nous étions en train de causer avec des religieux dans le village parce qu'il faut passer par tout ce qu'il y a comme couche sociale. Et il y a un monsieur, lorsque j'ai présenté le lymphome de Burkitt, la photo d'un enfant qui avait un lymphome, le monsieur m'a dit, mais moi j'ai déjà vu cette image-là. Je lui ai demandé, mais où? Il a dit qu'il a vu l'image chez sa voisine, que l'enfant sort les nuits juste pour venir prendre le repas. Et le matin, l'enfant rentre parce que les parents ont honte. On avait honte de l'enfant, de l'aspect de l'enfant, donc il fallait le cacher. Il fallait le cacher. D'accord. L'enfant souffrait d'un cancer. Il fallait juste aller à l'hôpital.
mais nous demandons en même temps que l'hôpital vienne vers l'enfant. Est-ce qu'il ne serait pas important dans l'hôpital... Comment vous expliquez ça, l'hôpital qui vient vers l'enfant? Vient vers l'enfant, c'est-à-dire avoir des séances de travail, avoir une équipe. Lorsqu'on va sensibiliser, cette équipe-là peut se mettre en place pour des soins, par exemple. Oui, vous pouvez initier ça en tant qu'organisation. Là, puisque vous faites le plaidoyer auprès des autorités qui vous viennent en appui pour que vous puissiez initier des campagnes de sensibilisation. Alors, on pense que vous pouvez initier ça. Oui, envoyer des équipes, des agents de santé avec vous. Avec nous. Pour pouvoir donc poser certainement. Et là, moi, je dis merci au professeur parce qu'à chaque moment qu'on a besoin du professeur, il est avec nous puisqu'il faut faire la formation des bénévoles. Et le professeur le fait si bien parce que les bénévoles seront au contact de la population. D'accord. Vous voyez? Et il faut gagner les écoles, les grandes écoles, des personnes qui sont capables d'expliquer. Parce qu'il faut gagner plusieurs bénévoles en même temps. C'est-à-dire avoir des canaux de transmission de cette information qui parle des cancers de l'enfant et des signes. Il faut vulgariser les signes. Le professeur a parlé de ces signes-là, mais il faut les vulgariser. Il faut passer dans les chaînes de télé, il faut les vulgariser. Et ça, nous vous disons merci pour votre plateau que vous nous offrez pour parler parce qu'il y a le 15, la journée internationale du cancer de l'enfant. Et ça, c'est important d'en parler. D'accord. On n'en parle pas trop, mais c'est une journée où il faut parler des cancers de l'enfant, il faut parler des signes. Il faut en parler de plus en plus, puisque les cancers de l'enfant gagnent du terrain, professeur. Oui, les cancers de l'enfant gagnent du terrain. Et ça, il faut le dire, parce que nous sommes tout le temps sollicités en tant qu'ONG pour qu'on puisse apporter une prise en charge. D'accord. Voilà, nous sommes sollicités, même quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez des photos d'enfants avec des malformations, avec un nodule quelque part, dont les parents sollicitent de l'aide. D'accord. Mais souvent, les gens ne sont pas informés que le cancer, il se prend en charge en Côte d'Ivoire. Mais dans la prise en charge, il faut dire qu'il y a la prise en charge médicale. Et puis, est-ce que le cancer, on le traite? Ou bien, est-ce que lorsque tu traites le cancer, est-ce que c'est payant? Ça aussi, c'est une autre forme. Parce que les gens ne savent pas faire la différence entre la prise en charge. Quand on dit non, on prend en charge le cancer, les gens se disent non, dès que je vais, on dit non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que le cancer se traite en Côte d'Ivoire? Oui, le cancer se traite en Côte d'Ivoire. Nous pouvons le dire aujourd'hui, et le professeur est là. On prend le professeur à témoin, puisqu'on a Mère Enfant de Benjerville et le service d'oncologie de Trècheville. Oui, justement, on va lui donner donc la parole. Professeur, quels sont ces services-là où les parents peuvent se rendre avec leurs enfants, où on prend en charge donc les cancers de l'enfant? Effectivement. Alors, nous avons ici, pour la Côte d'Ivoire, il y a 2 unités ou 2 services. D'accord. Voilà, 2 services qui existent. Et donc, on a le service de pédiatrie du CHU de Trècheville, donc un des services les plus anciens, qui est fonctionnel depuis les années 95 et qui a pris en charge les enfants cancéreux jusqu'à ce jour. Et il y a plus récemment le service de pédiatrie, donc d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Mère Enfant de Benjerville, qui a ouvert ses portes depuis 2018 et qui prend également en charge le cancer. Alors justement, la prise en charge, elle consiste à quoi? Voilà, donc, oui. Quand on parle de prise en charge. Effectivement. Alors donc, quand on parle de prise en charge, c'est vrai que c'est un terme qui est parfois confus, mais il faut comprendre que parler de prise en charge, c'est le traitement en fait. C'est le traitement des cancers de l'enfant. Ce traitement a toujours, ici en Côte d'Ivoire, 3 volets. Il y a 3 moyens en fait pour traiter le cancer chez l'enfant. Ça veut dire que chez l'enfant, il a été détecté un cancer. Voilà justement. Okay. Voilà. Donc, lorsque le cancer est diagnostiqué, lorsqu'il est diagnostiqué, il faut passer donc au traitement. Et pour le traitement, on a donc le moyen principal qui est la chimiothérapie. Donc, c'est ce qui passe en général dans nos services, les services de pédiatrie. Et ensuite, il y a aussi les moyens chirurgicaux parce que les chirurgiens interviennent. Il y a aussi la radiothérapie qui va intervenir. Donc, ce sont ces 3 moyens qui permettent vraiment de faire le traitement du cancer chez l'enfant. D'accord. Et bon, globalement, ces moyens sont disponibles ici, c'est-à-dire que les services, les hommes, les techniciens, le circuit est bien établi. Seulement, aujourd'hui, les freins, on peut dire les obstacles, c'est surtout la disponibilité en anticancéreux parce que les traitements reviennent chers. Quand on évalue un traitement, par exemple lymphome de Burkitt, l'un des premiers cancers, si on l'évalue pour un enfant d'âge scolaire, comme on l'a dit, c'est pratiquement 6 millions au moins
pour arriver à bout du cancer. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là pour certainement obtenir des, je sais pas, des subventions, M. Alain Yapo? Oui, c'est de l'aide. Nous sommes obligés d'accompagner l'enfant, d'apporter de l'aide. Nous sommes obligés de faire des collectes. C'est pour ça qu'il faut plus faire de la sensibilisation. Plus vous êtes sur le terrain, les gens comprennent le bon sens d'aider. Parce que pour un lymphome, le professeur a dit il faut 6 millions pour une prise en charge de cet enfant. Mais dites-moi, une famille qui n'arrive même pas à s'offrir 2 repas par jour ne peut pas prendre en charge un enfant à hauteur de 6 millions. Je n'arrive pas à offrir 2 repas à mes enfants. Vous voyez? Donc ça met en retard le traitement. Et ça devient une barrière, les moyens. Donc nous, c'est d'aller chercher ces moyens-là. Par des collectes, en demandant à certaines stars, à certaines personnes de nous aider à faire des concerts pour pouvoir trouver des moyens, à faire du lobbying auprès des pharmaciens pour qu'ils mettent à disposition des médicaments, des anticancéreux pour ces enfants-là. Et ça, c'est vraiment ces choses-là. Et nous sommes en marche et nous sommes en train de faire ces démarches, mais ce n'est pas facile. Puisque le cancer de l'enfant n'étant pas connu, le taux de mortalité est tellement minime face à la population des enfants que ce n'est pas des cas urgents. Mais pour un enfant qui décède, pour nous, c'est un cas urgent. C'est déjà un cas urgent. En tout cas, on aura l'occasion donc de revenir sur ce sujet qui est assez important parce que les cancers de l'enfant gagnent donc du terrain. Et il faut donc en parler, il faut sensibiliser les pouvoirs publics afin donc de lutter efficacement, avoir les moyens donc pour la prise en charge de ces enfants. En tout cas, merci à vous, M. Alain Yapo. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'ONG Aline. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci. Et puis merci également à vous. Encore merci, professeur Atebi Jean-Jacques Yao. Je rappelle que vous êtes pédiatre oncologue à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Merci pour toutes ces informations sur ces signes d'alerte. Nous avons beaucoup appris. C'est donc la fin donc de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe qui l'a réalisé, également à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.